OK. Jusqu'à date, on a exploré les ondes et leurs caractéristiques. Donc, longueur d'onde, la vitesse de l'onde dans un certain milieu, la fréquence de l'onde, la période de l'onde et l'amplitude. Donc, ça, c'est des choses que tu devrais connaître et reconnaître dans une onde. Maintenant, on va aller voir comment que les ondes interagissent une avec l'autre. Donc, pour comprendre comment deux ondes vont interagir, on doit comprendre le principe de superposition. Donc, superposition, ça va faire avec la position de deux choses, et super implique qu'il y a plusieurs choses qui occupent la même position. Donc là, ça, c'est un concept qui est quand même assez abstrait. Ça serait comme dire deux élèves qui occupent la même place dans la classe. Donc, imagine, Mitchell et Corbin sont assis à la même place, à la même chaise, ensemble, en même temps. Donc, ils occupent le même espace. Physiquement impossible pour des objets comme qu'on les connaît. Hein? Ce n'est pas dans l'expérience quotidienne qu'on voit deux personnes occuper le même espace. Ça ne fait pas de sens quand on parle d'objets durs, disons. Quand on parle une onde, il faut faire attention, il faut différencier du milieu et de l'onde. Une vague qui est en train de se propager sur le lac, de l'eau de quelque sorte, l'onde ou la vague n'est pas le lac. Hein? Tu peux avoir un beau lac plat qui n'a aucune onde. Donc, ce n'est pas le lac qui est l'onde. L'onde, c'est vraiment la perturbation, c'est le mouvement du lac. Donc, c'est un peu abstrait. Donc, une onde, ce n'est pas quelque chose de dur, de physique. Une onde mécanique, ça a besoin d'un milieu physique, d'un milieu qui est la matière, oui, mais l'onde elle-même n'est pas quelque chose, un objet, disons. Donc, ils peuvent faire quelque chose d'assez spécial. Ils peuvent agir, pardon, ils peuvent exister à la même position. Donc, c'est ça qu'on va aller voir. Donc, dans vos notes, c'est beaucoup mieux dessiné. Alors, j'encourage à aller voir ça. On a deux impulsions. On a une grande impulsion puis une petite. Ils vont dans des directions opposées, donc ils vont se rencontrer dans une corde. Si vous avez un slinky à la maison, je vous encourage à l'essayer. Mettre à terre, étirer le slinky avec toi, ta soeur, un parent, peu importe. Envoie une impulsion d'un bord, comme bien vite, pour voir l'impulsion y aller revenir. Donc, une fois que tu l'as bien, demande à l'autre personne de l'autre côté de faire la même chose. Si tu le fais ensemble, une fois que les deux impulsions se rencontrent, il y a quelque chose qui arrive qui est le principe de superposition, qui est décrit par le principe de superposition. Donc, première situation, j'ai deux ondes différentes, deux impulsions. Ça pourrait être des ondes. On le dessine avec des impulsions à cause que ça se voit mieux, tandis qu'avoir des impulsions, des ondes, tu vas voir, ça devient un peu plus complexe. Donc, ça en vient, à un certain point, ils vont occuper le même espace. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ils occupent le même espace? Quand deux ondes rentrent en contact, c'est un peu abstrait à dire, mais quand ils occupent le même espace, ils ne vont pas interagir. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que, disons qu'on appelle ça onde A, ça va être onde B. Il est bien écrit mon B, là. Onde B, puis en rouge, on va avoir onde A. Donc, quand je veux dire qu'ils n'interagissent pas, c'est que un ne va pas avoir un effet sur l'autre. Le fait qu'ils vont passer un à travers de l'autre, là, B ne change pas A et A ne change pas B. Après qu'ils ont occupé le même espace, ils vont continuer dans leur propre chemin comme si rien s'est passé. Donc, je peux mettre onde B qui continue, puis on aurait onde A de l'autre bord qui va continuer. Okay? Après l'interaction, les deux vont continuer, même amplitude, même longueur d'onde, même toute la même chose. Mais quand ils étaient en train d'occuper le même espace, c'est là qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Puis on appelle ça le principe de superposition. Le principe de superposition nous dit que lorsque deux ondes occupent le même espace, il y a une onde résultante, qu'on va dessiner en vert ici, qui est la somme algébrique des deux ondes. Donc, en d'autres mots, on additionne les amplitudes. Donc, ici, à mon point, ici en rouge, j'ai seulement mon onde rouge. Vraiment, j'ai juste mon onde rouge jusqu'au point là. Donc, essentiellement, mon onde formée par les deux, mon onde résultante, elle ressemble à l'onde A. Elle arrive le même point maximal en haut. Là. Ici, c'est tous les points, ça serait identique. Ça serait mieux dans un papier quadrillé, là, mais. Tandis que ici, j'ai deux ondes ensemble. Donc, j'ai utilisé un point de référence ici. Là lorsque les deux se croisent, ils ont exactement la même amplitude. On pourrait dire que ici, la hauteur des deux vagues est pareille. Donc, la hauteur résultante en bas ici va être le double. Donc, si ici, c'était, disons, 1 cm, mais j'ai 1 cm de bleu et 1 cm de rouge, combien de centimètres de vert? Je vais avoir 2 cm. On va doubler la hauteur. On additionne les deux ensemble. Là, je préfère ça avec quelques autres points et on remarque que je retrouve quelque chose de même. Donc, c'est comme une nouvelle onde, ou une nouvelle impulsion qui a l'air bien bizarre, qui est un mélange des deux. Quand que tu as deux crêtes qui se rencontrent, deux ondes qui ont des amplitudes positives, on appelle ça de l'interférence constructive. Ils s'additionnent un à l'autre. Si on avait lu l'inverse, si au lieu d'avoir une impulsion bleue, là, qui est une crête, si j'aurais eu un creux, si mon impulsion était à l'envers, même situation, sauf que cette fois, j'en ai une qui est à l'envers. Donc ici, quand elle se rencontre, elle va être à l'envers. Donc, mon onde résultante
je dois considérer la différence entre les deux. J'additionne une amplitude négative avec une amplitude positive qui m'amènerait, bon, on va essayer de faire ça, donnez-moi une minute. Donc, les deux points-là sont à 0, donc je vais avoir un point 0 ici. J'ai un point minimal de la plus grande amplitude négative ici avec une amplitude qui est un peu plus petite, donc ça serait négatif, mais pas si négatif que ça, disons peut-être de même. Disons ici j'ai négatif 1 cm d'amplitude, ici j'ai positif 0,8, bien mon amplitude négative, mon amplitude résultante serait négatif 0,2 cm là. Là, je peux prendre un autre point de référence. Dans ces deux-là, j'ai 0 et ça. Donc, ici, j'aurais ça là. Donc, je continue de même. Puis là, peut-être quelque chose de bizarre qui se passe de même. J'aurais quelque chose de bizarre de même. Là. Ce serait plutôt quelque chose de même. Un peu bizarre. Peut-être pas si prononcé que ça. Là. Ça de même. Ici, j'en ai deux qui est un peu moins négatif. Plus de même. OK. En tout cas, je vais vous envoyer des vidéos, vous allez voir que ça se fait un peu plus facilement. Quand on va faire des exemples comme ceci, ça sera souvent des impulsions carrées. Donc, avec des courbes, là, c'est pas évident. Mais pour voir que quand tu as deux ondes qui s'additionnent et créent une plus grande amplitude, on appelle ça de l'interférence constructive. Quand les deux vont s'annuler, tu vas avoir une perte d'amplitude, on dit que c'est de l'interférence destructive. Donc, vocabulaire, le principe de superposition, c'est le titre global qu'on dit qui décrit comment les ondes vont interagir quand ils occupent le même espace. On prend la somme algébrique des deux ondes. Okay? Ça, c'est le principe de superposition. Deux cas particuliers du principe de superposition, c'est quand il y a de l'interférence constructive, l'amplitude augmente, l'onde résultante a une plus grande amplitude, et destructive quand l'amplitude résultante est plus basse. Avant de passer au prochain concept qui est l'onde stationnaire, allons faire quelques petits exemples des additions des ondes. OK. Notre premier exemple de superposition, c'est j'ai deux ondes. Ici, c'est encore des ondes carrées. Pas encore, mais cette fois, c'est des ondes carrées. C'est un peu plus facile à dessiner, surtout si tu as un papier quadrillé. Suivez avec le papier quadrillé, vous allez voir que je vais vous donner un spread que tu peux pratiquer avec le principe de superposition. Donc, j'ai une impulsion A et une impulsion B qui vont se rencontrer. Donc là, on stipule quand A et B sont à la main, se rencontrent. Donc, évidemment, A et B ne vont pas se rencontrer exactement. On a des différentes hauteurs. B ne va pas descendre, A ne va pas monter. Mais à un point, ils vont être alignés ensemble. On va avoir la même position en X, disons, horizontalement. Donc, on veut voir quand ils arrivent ensemble. Donc, on aligne le A et le B, comme j'ai fait ici. Donc, pour faire le principe de superposition, des fois, ça l'aide de dessiner un par-dessus l'autre. Il y en a qui aiment juste le voir séparément, mais peu importe là, comment tu le fais, on veut prendre la somme des deux. Puis on peut prendre n'importe quel point qu'on a besoin pour le faire. Donc, au point ici, où ce qu'il se rencontre, mon onde A a une amplitude de 2 positif et mon onde B a une amplitude de 2 négatif. Donc, positif 2, négatif 2. Donc, l'onde résultante, je vais dessiner en vert. Je vais dessiner un peu à côté pour que j'ai plus de place. Vous autres, vous pourriez le faire un par-dessus l'autre. Mais mon point ici, j'ai plus 2 pour A, moins 2 pour B. Le résultat, c'est 0. Maintenant, on va voir ici, dans le milieu qu'ils sont un par-dessus l'autre. En rouge, j'ai positif 2, mon point en haut ici, positif 2. Et en bleu, j'ai négatif 2. Donc encore, j'aurai valeur de 0. Le prochain pour B, pour mon dernier point ici, j'ai pour mon onde A, j'ai un positif 1 et ensuite j'ai positif 2 pour l'autre. Ensemble, positif 1 et positif 2, ça me donne positif 3. 1, 2, 3. C'est certain que je vais avoir. Oh, pas ici, là. Pardon, celui devrait être 1 de moins et positif 3 serait ici. Okay? Donc, quand les deux vont se rencontrer, je vais passer d'une amplitude de 0 à une autre amplitude de 0, puis ensuite ici de quelque chose d'autre. Donc évidemment, là, le rectangle en bas ici, le rectangle en haut là, il s'annule. J'ai de l'interférence destructive, c'est pour ça que j'ai aucune onde résultante. J'ai deux ondes qui se rencontrent, qui ont une grande amplitude et une grande amplitude, positive, négative, oui, mais l'onde résultante me donne rien. Il n'y a rien là. Il n'y a aucune onde que je pourrais percevoir. Tandis que ici, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. J'ai positif 2 et j'ai 1. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer ici? Mais évidemment, en haut ici, j'ai mon point qui est à 3, 1, 2, 3 de hauteur. Ensuite, j'ai mon point, le point ici qui est à 1, 2, 3, à 1, 2, 3, donc il passe de 0 à 3 aussi. Donc, il va y avoir un échange ici de bizarre. Là. Je vais passer de 0 à 3. On va voir. On a
ce résultat ici. Okay? On aurait une grande amplitude là. C'est ça, mais de même. Donc ça serait mon onde résultante. Donc essentiellement, le petit rectangle qu'on aurait ici est annulé par le rectangle qui est négatif. Donc lui et lui s'annulent, tandis que mon petit carré positif ici et mon autre rectangle positif ici vont s'additionner pour avoir une hauteur de 3. Donc une grande impulsion de 3 de haut, qui donne juste un rectangle comme ça. Donc on a deux exemples. On a un exemple de l'interférence destructive ici et une interférence constructive ici, où l'amplitude a augmenté. Ici, elle a été annulée complètement. Celle-ci a augmenté et est devenue beaucoup plus grande. Passons à la prochaine exemple. On a maintenant un autre exemple de deux impulsions. Donc, c'est des impulsions bizarres, ce n'est pas des vagues comme on les connaît, mais ça se fait comme un signal digital. On peut envoyer des ondes qui sont plus des lignes droites que rien d'autre. Donc, j'ai une impulsion qui ressemble à un M qui va frapper un genre de trapèze. Donc, allons voir qu'est-ce qui arrive à leur onde résultante une fois qu'ils vont être une par-dessus l'autre. Donc, encore, on a dit que, et ça c'est là, le B, et ici on a le A. Donc, on veut que les deux soient alignés parfaitement. Donc, allons voir qu'est-ce qui arrive avec le A et le B. Donc, si je me dessine, vous avez un papier quadrillé sur vos notes. Moi, je vais le dessiner ici. Là. On va imaginer qu'ils vont se rencontrer quelque part, une par-dessus l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive quand A et B se rencontrent au même point? Donc, ça serait genre ici. Là. Où est-ce que je vais mettre mon point? Bien, B a une amplitude de 0, A a une amplitude de 1, 2, 3, 4. Donc, 0 plus 4 me donne une amplitude de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça serait mon premier point. Donc, ça serait genre lorsqu'ils s'alignent A et B ensemble. Prochain point, allons voir le point du milieu. Ça serait un autre point intéressant. C'est quoi, avant d'aller faire ça, on va voir celui-ci. Le point ici, c'est 1 d'à côté, une petite ligne d'à côté, une case d'à côté. Ici, j'ai une amplitude de 1, 2, 3 qui va rencontrer une amplitude de 1, 2, 3, 4. 3 plus 4, 7. Donc, je voudrais une amplitude de 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je sais que je dépasse un peu. Vous devriez être capable de dessiner sans dépasser. Bon, prenez votre temps. Dans le milieu, ici, j'ai une amplitude de 1, 2 et une amplitude de 1, 2, 3, 4. 4 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore dans mon autre, à mi-chemin dans ma ligne ici, je vais avoir 4 et 3 qui me donnent 7. Et encore à l'autre point, je vais avoir 4 et 0. 4 et 0 qui m'amène à ceci. Donc effectivement, on va avoir une combinaison des deux. Donc j'ai mes deux lignes droites qui proviennent du mon gros M. À cause aux extrémités, ici, j'ai rien, donc c'est juste ceux-là. Mais qu'est-ce qui arrive quand que la partie ici rencontre celle-ci? On retrouve chose comme ça, qui ressemble, regarde mon M, ici mon M a des lignes droites, mais ici mon M par-dessus, on a incorporé l'angle qu'on avait là. Et on a quand même le petit dip qu'on avait ici. Et donc ça ressemblerait à ce que tu dessinerais dans le petit papier graphique, le petit plan que je t'ai donné sur les notes de cours. Donc, on monte de 4, on monte à un angle de 3, descend de 1, monte de 1, descend de 3 et directement vers le bas. Ça serait le principe de superposition. Ça, c'est un exemple d'interférence constructive. Les deux s'additionnent, c'est des amplitudes positives. On a une grande impulsion avec une grande amplitude qui est résultante. Passons à la prochaine exemple. L'exemple qu'on va faire avec les impulsions qui se rencontrent, c'est la suivante. Donc encore, j'ai mon point A, mon point B, ils vont se rencontrer à un certain point, ils occupent le même espace. Les deux ondes, on additionne leurs amplitudes en considérant le positif et le négatif pour avoir l'onde résultante. Donc, lorsque A et B se rencontrent, on va choisir un point sur notre ligne, disons qu'on va prendre celui-là. Donc, lorsque A et B se rencontrent, mon onde rouge n'a aucune amplitude, une valeur de 0. Mon onde bleue a une amplitude de 1. Donc, l'onde résultante a une amplitude de 1. Okay? Donc, ça, c'est certain. Prochain point intéressant, c'est celui-ci. Donc, onde A, elle, onde bleue a une amplitude de positif 1. B a 1, 2, négatif 2. Négatif 2 plus positif 1 me donne négatif 1. Je peux mettre mon point négatif 1. Prochain point intéressant, celui-ci et celui-là. Donc, j'ai négatif 2 et positif 2. Le résultat, 0. Prochain point intéressant, celui-ci. J'ai négatif 2 et négatif 2 qui m'amène à négatif 4. Oui, j'ai mal dessiné ça. 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être plus bas que ça. Là. On va se souvenir qu'il est pas mal bas. Et le dernier point intéressant, celui-ci. Les deux sont à 0. Donc, j'aurai une amplitude de 0.
Là, on va considérer ça, j'ai mon milieu qui est stable, qui n'a aucune perturbation, puis ensuite j'ai un gros saut ici, je descends là, je monte ici, là, il faut que je descende jusqu'à négatif 4, on imagine, jusqu'à négatif 4. Donc ça serait ça. Ça a l'air un peu bizarre, mais allons voir qu'est-ce qui est en train de se produire là. Donc ici, j'ai un carré qui est positif, tandis que dans cet espace-là, j'ai un triangle, disons, qui est négatif. Donc le résultat, c'est que j'ai un côté qui est carré. J'ai un triangle droit, essentiellement, et il descend. Mon triangle négatif, remarque qu'il descend beaucoup plus bas dans les négatifs que mon carré A est positif. J'avais négatif 2 et positif 1, donc c'est pour ça que j'ai dépensé dans les négatifs ici. Tandis qu'au point ici, j'ai négatif 2 et j'ai positif 2. Donc, les points les plus hauts, les plus bas, ils vont s'annuler pour me donner une onde résultante, une amplitude résultante de 0. Tandis qu'au point ici, c'est quand j'avais mon point bas et mon point bas qui s'alignaient. Ensemble, ça me donne un point qui est très, très, très bas. Et finalement, ici, j'ai aucune amplitude, qui me donne une onde résultante qui ressemble à ceci. Ça a l'air bizarre, oui. Pratiquez ça. D'habitude, dans un cours à l'école, je vous demanderai d'en dessiner quelques-unes. Ça va être un peu difficile à faire dans une évaluation. Donc, dans le fond, ça sera probablement un choix multiple, trouve laquelle qui est la bonne. Mais pratiquez-vous à les dessiner quand même. Okay? C'est important de comprendre comment trouver l'onde résultante. Surtout à cause on s'en va dans les ondes stationnaires, qui est vraiment court et qui exploite le phénomène de superposition. Donc, passons à la prochaine étape. OK. Donc, maintenant, on va aller voir c'est quoi une onde stationnaire. Donc, jusqu'à date, on sait qu'une onde ne peut pas rester statique. Elle doit toujours être en train de bouger. Donc, une onde bouge dans une direction, elle continue. Elle peut être réfléchie, elle peut être transmise dans un autre milieu, elle peut occuper le même espace qu'une autre onde, donc principe de superposition, mais elle doit toujours être en train de bouger. Ça ne s'arrive pas de voir une onde stationnaire quelconque. Okay? Ça ne se fait pas de voir juste une onde qui est stationnaire, mais on va parler d'un concept qui s'appelle l'onde stationnaire, plutôt un phénomène, disons. Donc, imaginez que je suis sur un lac ou dans une corde même, peu importe le milieu que tu veux prendre, j'ai une onde qui s'en va vers la gauche, une onde qui s'en vient vers la droite. Les ondes sont parfaitement en phase, donc ils vont avoir exactement la même période de fréquence et la même longueur d'onde. Donc, c'est des ondes identiques, mais ils bougent dans des directions opposées. Donc, j'ai rouge qui arrive là, j'ai bleu qui arrive là. Ils vont arriver à un point où ils vont commencer à interagir d'après le principe de superposition. Là, ça se voit mieux dans vos notes, c'est mieux dessiné, donc allez les voir là si vous ne le voyez pas parfaitement. Mais essentiellement, j'ai mon onde rouge là, qui se déplace un petit peu à la fois. Elle se déplace d'une demi-longueur, d'un quart de longueur d'onde, ensuite une demi-longueur d'onde, puis elle pourrait continuer. Je vais dessiner quelques petites étapes, puis ensuite on va extrapoler de là. Même chose avec la bleue, elle aussi est en train de dépasser la petite ligne verte. Hein. Elle dépasse d'un quart de longueur d'onde, ensuite une demi-longueur d'onde, et elle va continuer. Ce qui est important à voir, c'est lorsqu'ils commencent à occuper le même espace, rouge et bleu ici, j'ai une crête rouge et j'ai une crête bleue et un creux rouge. Qu'est-ce qui arrive quand une crête et un creux interagissent ensemble? Le résultat, c'est aucune onde. Il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'onde résultante. L'amplitude est zéro. L'amplitude positive annule l'amplitude négative parfaitement. Donc, dans une corde, si tu es capable d'envoyer une impulsion parfaitement une contre l'autre, deux impulsions, comme j'avais décrit tout à l'heure avec les Slinky, quelqu'un en envoie une d'un bord, l'autre l'envoie une de l'autre bord, quand ils se rencontrent, s'ils sont parfaitement identiques, ils vont s'annuler et tu n'auras aucune amplitude là où ils se rencontrent. Après qu'ils se dépassent, oui, ils vont revenir, mais là où ils se rencontrent, il n'y aurait rien. Je vais vous trouver des petits vidéoclips qui montrent ça. C'est vraiment le fun à faire en classe. Vraiment dommage. Là, ça, c'est une unité qui est super le fun à faire. OK. Donc, pour un instant, il n'y a aucune amplitude là. C'est comme que la corde ou peu importe le milieu est stationnaire, il est immobile, il n'y a aucune perturbation. L'instant plus tard, si on décale notre onde rouge un peu plus loin et notre onde bleue aussi, qu'est-ce qui arrive maintenant? Bien, maintenant, j'ai deux crêtes qui s'alignent et deux creux qui s'alignent. Donc, les deux amplitudes positives, les deux amplitudes négatives s'additionnent pour me donner une onde qui est plus grande. L'onde résultante est beaucoup plus grande. Donc, imaginez maintenant qu'elle continue, mais là, on reviendrait à cette situation. Puis ensuite, celle-là après, puis ensuite celle-là après, celle-là après, celle-là après, celle-là après, celle-là après. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence à avoir ce qu'on appelle une onde stationnaire. Donc, c'est une onde qui est vraiment une combinaison de deux ondes, une qui va à gauche, une qui va à droite. Bon, c'est pas vraiment vrai que c'est juste une onde. Et elle est stationnaire à cause qu'elle semble être stationnaire. Donc, je vais vous dessiner ça une autre façon pour qu'on la voie, puis je vais vous envoyer un petit vidéo pour mieux la comprendre.
Je vous montre tout de suite, ça a l'air un peu bizarre, mais effectivement, c'est ça qu'on observe. Quand on voit deux ondes qui se rencontrent et qui vont interagir, comme on a décrit juste tout à l'heure, on appelle ça une onde stationnaire. Donc, effectivement, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir une très grande amplitude, aucune amplitude, très grande amplitude négative, aucune amplitude, très grande amplitude positive, aucune amplitude, très grande amplitude négative. Okay? Ça switch de crête, rien, creux, rien, crête, rien, creux. Ça se fait très, très, très vite, tellement que c'est comme que ce qu'on voit, c'est une bosse, rien, comme une grosse affaire. Là, ça, on appelle ça un ventre. Donc, quand on voit ceci, c'est pas une crête ou un creux. La combinaison des deux, on appelle ça un ventre. Donc, on voit un ventre, on voit rien. On voit un ventre, on voit rien. On voit un ventre, on voit rien. Ça se produit tellement vite, c'est comme si le ventre resterait là de façon constante. Okay? Donc, vocabulaire, maintenant, pour les ondes stationnaires, ça, on appelle ça un ventre. Et ça, on appelle ça des nœuds. Okay? Un nœud, c'est où ce que ça ne bouge pas. Donc, tu vas voir dans une onde stationnaire, puis là, je vous réfère à la petite vidéo que je vais vous avoir affichée avec ce devoir sur Classroom. Allez voir pour voir ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en classe quand même facilement. Et c'est effectivement ce qui arrive sur les cordes de guitare, sur des vibrations dans une colonne d'air, comme une flûte. On va sauter dans les ondes sonores bientôt, dans les prochaines leçons, je crois. Mais pour tout de suite, sachez que ça, quand ce phénomène se produit, deux ondes qui se rencontrent de deux bords, qui ont la même amplitude, la même longueur d'onde, la même vitesse, ils vont interagir et ils vont produire ce qu'on appelle une onde stationnaire. Cette onde, on ne peut pas remarquer une direction. Hein, jusqu'à date, une onde, c'est une vague qui bouge de gauche à droite ou de droite à gauche dans une certaine direction. Pour l'onde stationnaire, elle, c'est comme elle reste fixe là. Ça a l'air vraiment cool à voir. Donc, allez voir la vidéo. Assurez-vous de comprendre la différence entre une onde et une onde stationnaire et le vocabulaire associé. Pour une onde, on parle de creux, on parle de crête, on parle de longueur d'onde, c'est bien. Ici, on va parler de ventre et de nœud. Pour la longueur d'onde, c'est quand même deux ondes qui sont cachées à l'intérieur. Donc, pour une longueur d'onde, ici, imagine que tu vas chercher ton onde cachée. Okay? Donc, tu peux quand même prendre la distance entre trois nœuds consécutifs, si tu veux, ou la distance entre trois des ventres. Okay? Ça se ferait de la même façon. Il faut juste faire attention de trouver l'onde qui est cachée à l'intérieur de l'onde stationnaire. OK. Donc, on va faire un petit exemple de ceci. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de concepts, c'est très abstrait. C'est important de maîtriser le vocabulaire et les phénomènes à cause on va les appliquer pour faire plein d'autres choses bientôt. Finalement, on va parler de résonance. La résonance, c'est comme une onde stationnaire, un peu différente. C'est dans ce genre que le plus qu'on applique on appelle ça une force d'excitation, donc on peut appliquer une force pour engendrer une oscillation, donc un mouvement. Jusqu'à là, on parle des ondes qui font des oscillations, donc de l'eau qui bouge de haut en bas. On peut décrire plein de mouvements à l'aide des ondes. Donc on peut décrire n'importe quel mouvement d'oscillation comme une onde. Donc, l'exemple classique pour la résonance, c'est souvent qu'un enfant sur une balançoire. Un enfant est sur une balançoire et bouge, aller-retour, aller-retour. Dans un système où il n'y a aucune perte d'énergie, l'enfant continue à l'infini sans augmentation d'amplitude. Là, il va juste continuer, continuer. Il ne va pas aller plus haut, plus loin. Il peut se donner un élan, mais vraiment, on va considérer que c'est une masse immobile, un enfant bien large. Donc, il monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte, il redescend, aller-retour. On peut décrire un mouvement d'aller-retour par une onde. Qu'est-ce qui est cool avec les ondes, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les fréquences naturelles. Donc, chaque système, vraiment chaque objet a sa propre fréquence naturelle. Ça veut dire que c'est une fréquence auquel elle va vibrer de façon naturelle. Donc, pour un enfant sur une balançoire, on pourrait connaître sa fréquence. En d'autres mots, combien de fois est-ce qu'il bouge par seconde? Combien de cycles est-ce qu'il va faire d'aller-retour par seconde? C'est un mouvement répétitif. On peut donc avoir une fréquence. On pourrait décrire la fréquence naturelle du système. Donc, tu mets l'enfant dedans, tu vois qu'il bouge à une fréquence naturelle. C'est la fréquence naturelle du système. Quand tu pousses l'enfant, je ne sais pas si c'est des cousins, des frères et sœurs, que ce soit, tu pousses l'enfant pour qu'il aille un peu plus haut. Yeah, plus haut, fais un underdog, whatever. Est-ce que tu appliques la force n'importe quand? Est-ce que tu peux juste comme appliquer 8 coups d'un choc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis tiens, go, t'as fini. Non, il faut que tu appliques ta force à des temps précis, ou au moins à des répétitions précises. Quand l'enfant est en train de descendre et vient vers toi, c'est pas le temps de pousser. Ça va faire mal ou il va tomber. Tu attends qu'il est en train de retomber. Donc, il faut que tu times la façon que tu vas appliquer ta force. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ça dans une seconde. Avec ça, là, j'ai une masse qui est en train de pendre.
Donc, voilà notre enfant. On va le voir. Donc, je vais essayer de l'exciter. Donc, premièrement, là, on va lui donner une certaine hauteur, puis il bouge. Donc, remarquez qu'elle est en train de bouger à une certaine vitesse ou à un certain taux. La vitesse est variable, ralentit, augmente, ralentit, augmente. Mais essentiellement, elle est en train de trouver une fréquence naturelle. Elle fait un certain montant de cycles par seconde qui est constant. Même quand elle est en train de ralentir, elle fait quand même le même montant de cycles par seconde. C'est constant. Donc, ce que je peux faire, c'est que je ne peux pas changer sa fréquence. Je pourrais essayer de changer sa fréquence. Disons que va de même. Non, va plus vite. Go. Non, elle veut toujours retrouver la même fréquence, toujours le même rythme. Okay? C'est pour ça qu'on appelle ça une fréquence naturelle. Donc, je ne peux pas changer sa fréquence, mais ce que je peux faire, c'est changer son amplitude. Donc, imagine, là, elle est immobile et j'applique une petite force. Donc, elle a commencé à bouger avec une petite amplitude. Si j'applique une force, disons que j'applique une force tout de suite, bien, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas bien placé ma force au bon temps. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois appliquer une force au bon moment. Ça n'a pas besoin d'être une grande force, mais remarquez que l'amplitude peut augmenter beaucoup plus vite. L'amplitude augmente très vite, essentiellement, si tu frappes la fréquence naturelle. Donc, la fréquence à laquelle tu appliques la force, on appelle ça la fréquence d'excitation. Tu es en train d'exciter un système, et si ta fréquence d'excitation matche la fréquence naturelle du système, tu peux créer une augmentation d'amplitude dans le système qui est en train de scier. Donc, tu vas aller de plus en plus haut. Similairement, un diapason, un tuning fork, ça se fait mal. Donc, remarquez que c'est en train de vibrer. Ça, là, ça vibre à sa fréquence naturelle, à 128 Hz. Vous voyez, là? C'est 128 Hz. Donc, ça, c'est la note C dans la musique. Donc, ce qui est vraiment le fun à faire, c'est quand tu en as deux, on a une deuxième, on a deux qui sont parfaitement identiques. Ce qu'on peut faire avec ces deux, c'est qu'on peut faire résonner un avec l'autre. Donc, trust me, faites-moi confiance que ça se produit, tu ne peux pas l'entendre tout de suite. À l'école, je te dirais, regarde, essaye-le, tu peux le faire. Mais essentiellement, s'il y en a un qui est immobile, là, je vais regarder immobile de même, et j'excite l'autre, qui est en train de vibrer. Si je le mets juste à côté, très près, il va commencer à faire vibrer l'autre. Je n'ai pas besoin de le toucher. Oh, je l'ai touché, là. On va recommencer ça. Je n'ai même pas besoin de le toucher, et l'autre commencerait à vibrer. Il va vibrer beaucoup avec une plus petite amplitude, mais je peux le ressentir en train de vibrer tout de suite. Et je peux l'entendre juste à peine. Donc, à l'école, vous pourriez l'essayer. Je vais vous montrer encore une autre vidéo qui montre ceci. Qu'est-ce qui arrive, c'est que mon premier diapason qui est en train de vibrer est en train de faire vibrer alentour de lui. C'est pour ça qu'on l'entend. Okay? En faisant vibrer l'air, si je le rapproche, les vibrations dans l'air vont aller toucher mon deuxième diapason et va faire vibrer celui-ci en tapant à la bonne fréquence. Puisque les deux ont la même fréquence d'excitation, les ondes qui quittent celui-ci dans l'air vont frapper celui-ci à exactement la même fréquence que sa fréquence naturelle, qui va la faire vibrer. C'est le même principe que les vidéos où tu vois une personne qui est en train de chanter à une certaine note très, très, très élevée pour faire éclater un verre de vitre. Honnêtement, je ne suis pas certain si ça se fait vraiment. Ben non, c'est faux. Ça se fait, tu vois, mais tu dois premièrement frapper exactement la bonne fréquence. Et tu dois être capable d'envoyer des amplitudes assez élevées pour faire vibrer le verre. Donc, je vais vous montrer plein de petites vidéos qui montrent ceci. Donc, aujourd'hui, ce que tu devrais retenir, on n'a pas fait d'exemple, mais les maths, ça s'applique très facilement. Principe de superposition. Quand deux ondes occupent le même espace, qu'est-ce qui arrive? On prend la somme algébrique des deux. On a les ondes stationnaires, qui est une conséquence du principe de superposition. Qu'est-ce qui arrive quand que deux ondes continues occupent le même espace? Tu vas avoir une onde qui s'appelle stationnaire. Et ensuite, on a vu la résonance un petit peu. On va voir la résonance beaucoup plus en détail quand on va parler des ondes sonores. On va voir les cordes de guitare et les deux types de flûtes possibles. Donc, pour tout de suite, travaillez les devoirs, révisez et allez voir les animations que je vous envoie. Honnêtement, il n'y aura pas trop de devoirs, mais c'est un des cours, une des leçons, une des sections les plus importantes. Prenez le temps d'aller voir les vidéos puis les simulations que je vous envoie. Si vous avez des questions, posez-les. Okay? À la prochaine, bonne journée.